Nous sommes jeudi 21 avril 2022. Voici les titres de ce journal. Démarrage de l'atelier de validation de l'avant-projet de loi portant statut de pupille de la nation et les autres textes juridiques qui sont relatifs à ce 21 avril 2022. Une loi adoptée en vue de venir en aide aux veuves ainsi qu'aux orphelins des soldats tombés sur le champ de bataille. La commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques annonce le départ de la première vague des pèlerins de l'église catholique prévu pour le 1er juillet prochain. Une annonce faite ce 21 avril 2022 lors d'une conférence de presse. Actualité hors de chez nous, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont opposés pendant près de 3 heures lors d'un débat télévisé. À quelques jours de l'élection présidentielle française prévue pour le 24 avril prochain, les deux finalistes se sont confrontés sur des sujets en rapport avec la crise de l'Ukraine, de l'économie, de l'immigration et bien d'autres sujets. Bien évidemment, vous les entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'atelier de validation de l'avant-projet de la loi portant statut de pupille de la nation et les autres textes juridiques qui sont relatifs a démarré ce jeudi 21 avril 2022. Il était question au cours de cette rencontre de permettre à tous les acteurs de réfléchir sur les possibilités d'amélioration de la dite loi et de proposer des textes d'application. Suite à cet atelier, il sera proposé un décret qui fixe la procédure d'adoption et les modalités de protection et de soutien aux veuves et aux orphelins des valeureux combattants burkinabés tombés sur le champ de bataille. Plus de précisions avec Annie Gladys Da avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Le gouvernement burkinabé a adopté en septembre 2015 la loi portant statut de pupille de la nation dans l'optique d'apporter une aide aux veuves et aux orphelins des soldats tombés sur le champ de bataille. L'atelier sur ce sujet vient donc à point nommé afin de soulever le problème car jusqu'à présent, la dite loi n'est appliquée nulle part sur le plan national et pour cause, l'absence de texte d'application. En 2015, le gouvernement avait fait adopter une loi, et la loi 062 du 15 septembre 2015 portant donc statut de pupille de la nation. Et on a constaté que depuis lors, la loi n'a pas pu être mise en œuvre parce qu'il n'y avait pas de texte d'application. Et le gouvernement donc a demandé donc d'un comité qu'on a mis en place, un comité interministériel, de réfléchir, donc de reprendre le texte et notamment pour aboutir à un texte d'application pour permettre justement d'apporter l'assistance qu'il a voulu à travers cette loi aux familles et surtout aux enfants. Compte tenu de la situation socio-économique du Burkina Faso, la primature s'est dépêchée pour mettre en place un comité interministériel dans le but de réfléchir sur le décret d'application de la loi portant pupille de la nation. Les participants se sont également penchés sur l'avant-projet de loi portant statut de martyr et d'invalide de la nation, un autre portant statut de héros de la nation, ainsi que 3 exposés de motifs des projets de loi proposés, à en croire la secrétaire générale de la primature. Le comité a travaillé et a élaboré un décret portant donc modalité de prise en charge de ces personnes-là. Et au cours de ces travaux, il s'est avéré nécessaire de revenir sur certains termes. Et pour cela, il a fallu donc prendre d'autres lois. Donc la loi portant donc sur les martyrs, et la loi portant sur l'invalide et sur le héros national. Et sur la loi donc portant sur le statut de pupille de la nation, on avait constaté des insuffisances. Par exemple, la question même de terminologie. Vous voyez que quand on avait pris cette loi, on avait ciblé les enfants d'un certain âge, alors que nos textes évoluent. Et donc, le texte d'application, qui est le décret qui a été pris, donc, va nous permettre de dire comment est-ce qu'on introduit la requête pour la prise en charge et quelles sont donc ces prises en charge que ces enfants-là, pupilles de la nation, doivent s'attendre donc à avoir de la part de la nation. Les résultats issus de cet atelier seront bénéfiques à l'ensemble des Burkinabés. C'est pourquoi la secrétaire générale de la primature, Yvonne Roama-Guigma, invite tous les acteurs impliqués à s'investir pour la prise en compte de toutes les préoccupations.
Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a procédé ce jeudi 21 avril à l'installation officielle du nouveau secrétaire général, du nouveau directeur de cabinet et du nouveau directeur de communication et des relations de presse. En rappel, tous nommés le 13 avril dernier en Conseil des ministres. Les nouveaux entrants disent mesurer l'ampleur de leurs tâches à eux confiées et s'engagent à relever les défis de leur ministère. Reportage Sarah Kaboré avec la voix de Wen Lassida Kaboré. Merci. C'est une matinée de passation au ministère en charge de l'Éducation nationale. C'est d'abord professeur Khalifa Traoré qui cède son fauteuil de secrétaire général à Ibrahima Sano après 4 années passées à ce poste. Grand commis de l'État, le tout nouveau secrétaire général a déjà occupé de grandes fonctions au sein du ministère. Des directeurs de cabinet en passant par conseiller technique, il était jusque-là chargé de mission. Dans son discours, Ibrahima Sano est revenu sur la fermeture des écoles à cause de la situation sécuritaire. Selon lui, le grand défi à relever est la réouverture de ces classes. Vous comprendrez toute l'émotion qui m'étreint, car je mesure le poids de la responsabilité et l'ampleur de la tâche qui sont à présent les miens. Le Burkina Faso aujourd'hui fait face à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent qui a occasionné la fermeture de nos écoles, la destruction des infrastructures éducatives, la mise hors classe des centaines de milliers d'enfants. Prendre fonction en tant que secrétaire général dans un tel contexte est un des plus hauts défis. À la direction du cabinet du ministère, c'est Charles Soulouema, jusque-là proviseur du lycée départemental de Komki-Ipala, qui prend à compter de ce 21 avril les rênes de la direction. Il remplace à ce poste Adama Bolgo, qui y était depuis 4 ans. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, distingués invités, je mesure tout le sens et la symbolique qui sont attachés à mes nouvelles fonctions, ainsi que l'urgence des défis du moment. Ma prise de fonction intervient dans un contexte sécuritaire difficile, avec des conséquences graves sur notre système éducatif. Dans cette phase critique, les attentes sont nombreuses, à tous les niveaux, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Aussitôt installé, le tout nouveau directeur de cabinet a installé à son tour le nouveau directeur de la communication et des relations presse. Adjima David Chombiano, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication. Il était jusque-là conseiller technique au ministère en charge de la communication. Adjima David Chombiano hérite d'un vaste chantier sur lequel il compte déposer sa marque pour une communication de qualité au sein du dit ministère. C'est une mission, j'allais dire, à la fois redoutable mais exaltante. Redoutable parce qu'il s'agit d'une matière aussi délicate qu'est l'éducation, de l'école où poussent nos enfants, d'agir aux côtés des politiques et des techniciens dans le cadre d'une entreprise où il est question de formation des citoyens de demain. Face à ce grand enjeu de la construction nationale, je mesure à sa juste valeur la confiance placée en ma modeste personne par le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, et je lui exprime ici toute ma gratitude. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, par ailleurs président de la cérémonie, a invité tous ces nouveaux responsables au travail avec toujours à l'esprit l'excellence et le sacrifice. Les environnementalistes ont organisé un sitting ce 21 avril 2022 au sein de leur ministère. Un mouvement d'humeur qui a duré une trentaine de minutes et qui a servi à dénoncer leur situation. Ils disent être défavorisés au profit du corps paramilitaire du ministère, à savoir les agents des eaux et forêts. Ils exigent donc que les deux corps soient séparés dans la hiérarchie et que cesse la discrimination dans les postes de responsabilité qui jusque-là sont assurés par les corps paramilitaires. Abdoulrahim Migne pour les détails. C'est une mobilisation de courte durée des environnementalistes pour exprimer leur mécontentement face à ce qu'ils qualifient d'injustice à leur égard depuis maintenant 15 ans. Pour eux, la cohabitation de leur corps civil avec les forestiers qui sont paramilitaires pose problème. Ils disent être défavorisés quant aux nominations aux postes de responsabilité. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le nouveau règlement du ministère qui prévoit la suppression de leur corps à court terme. Depuis 15 ans, aucun membre de notre corps n'est au cabinet, n'est au secrétariat général, ne peut être directeur provincial, ne peut être directeur régional, ne peut non plus être
chefs de service au niveau départemental. Ce qui est en train de se peaufiner dans le fond, c'est qu'ils veulent aller plus loin. Ils veulent même supprimer notre corps, faire en sorte qu'aujourd'hui, si on veut être burkinabé et si on veut plutôt être environnementaliste au Burkina Faso, il faut d'abord être paramilitaire avant d'aller exercer une spécialité environnement. Cela ne concorde pas. Il y a eu des tentatives où on a proposé des environnementalistes pour être chef de service. Au niveau département, ça posait un problème. Les gens ont estimé que non, que c'est des cadres paramilitaires. Donc, il n'est pas normal pour un civil. Là, finalement, on ne comprend pas. Il y a des directions régionales. Aujourd'hui, on empêche même les environnementalistes de travailler. Parce que vous n'êtes pas paramilitaire. À la veille de cette manifestation, le syndicat national des environnementalistes de l'État dit avoir été reçu par son ministre de tutelle ainsi que le ministre de la fonction publique. Les environnementalistes se réjouissent des discussions fructueuses qui ont eu lieu et ont foi aux autorités de la transition. La revendication, elle est simple. On trouve une entité du niveau central jusqu'au niveau déconcentré qui assure le commandement paramilitaire. Et une entité administrative où tout le monde peut se retrouver. Vous pouvez avoir des forestiers, vous pouvez avoir des environnementalistes. La fonction publique, accompagnée de notre ministère, va voir et faire en sorte que chaque corps soit régi conformément à ces lois et qu'il n'y ait pas de différence de traitement en termes de droits, mais aussi en termes d'égalité de chances entre des Burkinabés qui sont fonctionnaires. Malgré cette promesse des premiers responsables, les environnementalistes disent rester vigilants. Ils précisent que ce mouvement n'est pas une grève. Après donc une trentaine de minutes de rencontre, les travailleurs ont été appelés à rejoindre leur poste. Mot d'ordre de sitting également suivi à Bobo-Dioulasso où les militants des Hauts-Bassins ont répondu à l'appel de leur syndicat, le syndicat national des environnementalistes de l'État. Comme à Ouagadougou, les manifestants de Bobo-Dioulasso ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'abus et d'injustice. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Joseph Koudougou. Ces environnementalistes des Hauts-Bassins n'ont pas voulu être en reste du mouvement d'humeur tenu à Ouagadougou au sein de leur ministère. Un mouvement d'humeur tenu ce matin de la direction régionale qui s'est ensuite déporté au gouvernorat. C'est par rapport au problème d'organisation de notre ministère. C'est un problème national et la question au niveau déconcentré est primordiale. Donc nous, c'est pour soutenir notre syndicat, nos syndicats qui participent dans l'élaboration, mais ce n'est pas facile. Donc nous soutenons le même mouvement d'humeur qui se tient présentement dans notre ministère à Ouagadougou. Les environnementalistes trouvent que l'organigramme jusqu'à présent a eu tendance à brimer, les empêchant à mieux travailler pour lutter contre les pollutions et les nuisances au service de la santé des populations et du bien-être. Actuellement, on se trouve plus ou moins sous couvert d'un autre corps, mais c'est différent, les missions ne sont pas les mêmes. Ces environnementalistes réclament leur autonomie à travers la création de leur direction régionale de l'environnement. Il s'agit bien sûr au niveau du ministère en charge de l'environnement de deux corps spécifiques qui sont le cadre paramilitaire des eaux et forêts qui sont chargés de la gestion des ressources naturelles et nous souhaitons qu'ils réussissent dans ça avec leurs spécificités en tant que paramilitaires, avec des besoins tels que l'unité de commandement. Tout cela, c'est de bonnes guerres, nous soutenons. Mais les environnementalistes aussi ont leurs spécificités pour bien réaliser ce qu'on appelle la police de l'environnement. En plus de cela, c'est nous aussi qui devons encadrer certaines activités d'amélioration des cadres de vie qui se tiennent au niveau des collectivités locales. Mais tout cela, c'est difficile actuellement compte tenu de la configuration. Selon les manifestants, un message a été remis au gouvernorat malgré leur présence inopinée. Reçu par le directeur de cabinet, celui-ci a promis de transmettre ce document à qui de droit. La commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques de la conférence épiscopale Burkina-Niger était également face aux hommes de médias ce jeudi à Ouagadougou. Une rencontre qui avait pour but de lancer les activités d'organisation des pèlerinages extérieurs catholiques au Burkina Faso. Le récit avec Salimatou Zongo avec la voix de Fatimata Nikiema.
Les pèlerinages de l'Église catholique au Burkina Faso, suspendus à cause de la maladie à coronavirus, reprennent cette année 2022. À en croire la commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques, la première vague de départ des pèlerins est prévue pour le 1er juillet prochain. Même si la maladie est toujours d'actualité, la commission se réjouit du fait que les restrictions ne soient plus un frein pour les pèlerins. Les sanctuaires sont de nouveau ouverts, donc nous avons voulu reprendre aussi l'organisation des pèlerinages catholiques. Et donc c'était l'occasion pour nous, en l'annonçant, de présenter en même temps aussi quelques dispositions que nous arrêtons pour mieux organiser ces pèlerinages catholiques et éviter aussi quand même certains abus qu'on a eu à constater, j'allais dire, dans le temps. Pour le président de la commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistiques, le pèlerinage pour le catholique est un voyage spirituel motivé par sa foi. Il le réalise à travers la visite d'un sanctuaire lié à la célébration des mystères de la foi catholique. Le pèlerinage est pour le chrétien une manifestation cultuelle à accomplir en fidélité à la tradition, avec un sentiment religieux intense et comme accomplissement de son existence pascale. La dynamique propre au pèlerinage révèle avec clarté certaines étapes que le pèlerinage requiert pour sa fécondité. Le pèlerinage catholique conduit donc à l'attente de la rencontre avec la parole de Dieu, avec l'Église et avec l'Eucharistie. En plus des pèlerinages qu'organise l'Église catholique, la commission épiscopale des pèlerinages congrès eucharistiques autorise des pèlerinages catholiques à des agences de voyage et des promoteurs privés. Le pèlerin devra donc s'assurer que le pèlerinage proposé figure sur la liste des pèlerinages de la commission ou sur la liste des pèlerinages autorisés par la commission. Parlons santé, parlons d'une maladie très mortelle au Burkina Faso, le cancer du col de l'utérus, qui est une affection sexuellement transmissible. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'en 2020, sur les 1132 cas enregistrés au Burkina Faso, plus de 800 femmes ont trouvé la mort. Un mal silencieux que le ministère en charge de la santé veut combattre, puisqu'il existe en effet un vaccin pour se protéger de cette maladie. En vue de faire passer le message sur les conséquences du mal et la nécessité de vacciner les filles, le ministère en charge de la santé a rencontré ce 21 avril des acteurs de la santé ainsi que des leaders d'opinion. Michael Tougri pour le compte-rendu. Au Burkina Faso, en 2020, selon les données du Globocan, 1132 cas de cancer du col de l'utérus ont été enregistrés pour 839 décès. Ce mal silencieux causé par le papillomavirus humain est évitable. Face au nombre croissant du cancer du col de l'utérus au Burkina, le ministère en charge de la santé veut sauver des vies. C'est tout le sens de cet atelier national en faveur de la vaccination contre le papillomavirus humain et le dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une infection sexuellement transmissible. C'est aussi une infection que l'on contacte lors des premiers rapports sexuels, lorsqu'on commence la vie sexuelle active. Et ce n'est qu'ultérieurement que se développe le cancer. Ce qui fait qu'on peut vivre longtemps sans se rendre compte qu'on est contaminé, mais également qu'on est en train de développer le cancer du col de l'utérus, bien qu'il existe des moyens de dépistage gratuits. À travers la vaccination, dont la cible est les filles de 9 à 14 ans, le ministère en charge de la santé veut contrôler le cancer du col de l'utérus. Considéré comme l'un des cancers les plus fréquents chez la femme, la vaccination permet ainsi de protéger les jeunes filles et d'éviter les lésions précancéreuses et le papillomavirus humain. Il y a 2 doses que la cible doit prendre à intervalle de 6 mois. Voilà, donc il faut arriver à faire ces 2 doses-là à intervalle de 6 mois pour pouvoir être protégé. C'est dire que ces 2 doses se font en l'absence de vie sexuellement active. C'est pourquoi nous l'avons placé déjà à 9 ans, parce que c'est censé être éloigné de l'activité sexuelle qui va se dérouler ultérieurement. C'est une cible facile à déterminer, que ce soit au niveau scolaire, même ceux qui sont hors établissement. Le fait que ce n'est pas très éloigné de la naissance, 9 ans, permet de pouvoir trouver la cible. Donc il faut dire qu'ici nous avons vraiment une opportunité de contrôler davantage cette maladie et de faire en sorte que nos sœurs, nos femmes, également nos mères ne puissent pas
doit développer à un âge avancé le cancer du col de l'utérus en se faisant vacciner déjà à 9 ans, comme nous le ferons dans l'établissement scolaire, nous le ferons en communauté, mais aussi nous le ferons dans nos formations sanitaires. La campagne de vaccination en faveur de la vaccination contre le papillomavirus humain sera lancée le 26 avril prochain. Le vaccin, lui, sera gratuit selon le secrétaire général du ministère en charge de la Santé. Et plus de 324 000 filles de 9 à 14 ans seront vaccinées par an. Une cible dont le nombre est appelé à augmenter selon Wilfried Ouedraogo. Santé toujours, la prise en charge de l'hémophilie est de nos jours disponible au Burkina Faso. Le groupe d'intervention en hématologie a procédé au lancement d'un projet dénommé Étendre le diagnostic et la prise en charge de l'hémophilie au Burkina Faso. Un projet qui vient combler les insuffisances en matière de diagnostic et de prise en charge des patients. Plusieurs régions vont donc bénéficier du dit projet qui s'étend sur 2 ans. Mamedriana Kamabou nous en dit plus. L'hémophilie, une maladie peu connue de la population burkinabé, mais qui existe sur le territoire national. À ce jour, ce sont 130 hémophiles qui ont été diagnostiqués, suivis et traités au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Ces 130 patients représentent à peine 5% des 2500 cas probables au Burkina Faso. Ce projet viendra donc renforcer les capacités des laboratoires et des praticiens. Il s'appuiera aussi sur les agents de santé à base communautaire pour permettre l'identification de cas dans la communauté. Nous voulons déjà qu'au sein des populations, on puisse nous relater des cas d'accidents hémorragiques et en ce moment, on pourra référer le patient au niveau de l'échelon supérieur pour qu'on puisse vraiment confirmer le diagnostic et aménager sa prise en charge. Comme on l'a dit, aujourd'hui, la prise en charge de l'hémophilie est disponible grâce à la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous donne des concentrés de facteurs à titre gracieux. Donc pour me résumer, c'est de repérer tous les cas suspects dans les populations et de les référer à un niveau central pour la confirmation diagnostique. L'hémophilie est une maladie hémorragique à transmission héréditaire liée au chromosome X. Les formes les plus expressives de la maladie touchent essentiellement les garçons. Et c'est au moment de la circoncision, quand surviennent les complications hémorragiques, parfois mortelles, que les soupçons apparaissent. Le ministère de la Santé se réjouit donc du lancement de ce projet qui consiste à apaiser le cœur des patients qui souffrent de cette pathologie. Ce projet est le bienvenu dans la mesure où il viendra combler un vide qui existe donc en matière de diagnostic et de prise en charge de cette maladie au Burkina Faso. Jusqu'à présent, le diagnostic n'est disponible que dans 2 villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Donc avec ce projet, il sera étendu à 6 autres régions, toute chose qui va donc contribuer à améliorer donc l'offre de soins et améliorer donc l'état de santé des populations. Ce projet qui s'étend sur 2 ans est financé à hauteur de 86 millions de francs CFA. Il va couvrir les régions sanitaires des Cascades, de la boucle du Mouroun, du centre-ouest, du centre-nord et du centre-est. Nous poursuivons ce journal avec la visite du ministère des Sports au stade du 4 août ce jeudi. Une visite avec les journalistes qui avaient pour but de constater l'état d'avancement des travaux du stade. Les responsables de l'entreprise chargée de l'exécution de réfection de ce joyau ont estimé le taux d'avancement à 50% avec un budget de plus de 14 milliards de francs CFA. Le délai pour la finalisation et la reprise des activités sportives est fixé au mois de septembre de l'année en cours. Un reportage signé Yacinthe Sawadgo. Une éternité, le temps écoulé depuis le dernier match des étalons au stade du 4 août. Le public sportif était en effet loin de s'imaginer que le match face au Soudan du Sud en mars 2021 serait le dernier suite à la suspension du stade par la Confédération africaine de football. Plusieurs mois plus tard, les travaux de réhabilitation du stade se poursuivent. À 1 mois du début des éliminatoires de la CAN 2023, certaines questions sur l'avancée des 10 travaux ont trouvé réponse.
Faisant face à de multiples sollicitations de la part des médias, le ministère en charge des Sports a organisé une visite de chantier destinée aux journalistes. Pour l'entreprise en charge des travaux, tout avance. Des vestiaires au gradin en passant par la pelouse, elles espèrent livrer le stade d'ici septembre prochain, en dépit de certains retards. Ça ne m'inquiète pas par rapport aux travaux qui sont faits actuellement. La seule chose qui m'inquiète, c'est ce qui vient de l'extérieur. Parce que vous voyez qu'avec tout ce qu'on a comme difficulté, les bateaux au lieu de 1 mois sont passés à 2 mois, on ne les trouve même pas. Et il y a la production, les gens ils travaillent plus chez eux que sur les entreprises. Ok, on a 3 écrans géants à poser. Notre gros souci, ce sont ces écrans-là. Selon Lassina Ouattara, le taux d'exécution des travaux est estimé à 50% à ce jour. Pour le physique, on regarde l'ensemble des travaux. Et on le fait en pourcentage et maintenant on sort ce qu'il y a. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas surpris par rapport au devis de l'entreprise. Parce qu'on ne va pas se baser sur le devis de l'entreprise pour faire les taux d'exécution, puisque c'est l'entreprise qui fait son devis. Donc voilà un peu les taux. Et le délai, on a 50% de délai. Pour le ministère en charge des Sports, cette visite permet de toucher du doigt les réalités sur le terrain et de constater l'avancée effective des travaux. Les grosses œuvres sont très avancées. Nous avons une très bonne mobilisation du personnel de l'entreprise qui a pied d'œuvre. Et nous sommes rassurés que d'ici juin, les vestiaires seront finis, la pelouse également, ce qui va nous permettre de plaider pour que nous puissions jouer nos matchs. Mais comme vous le savez, la date prévue pour la finition des travaux, c'est le 28 septembre. Donc c'est à l'issue de cette date qu'ils pourront nous livrer le stade en complet. Étant l'affaire de tous, des journalistes sportifs donnent leurs appréciations sur les travaux en cours du stade du 4 août. On a fait plus d'1 an à jouer à l'extérieur. Je pense qu'on peut faire ce sacrifice-là de continuer et jouer à l'extérieur et finir tranquillement ce stade-là. Parce qu'il y a beaucoup effectivement de travail à faire et nous voyons que dans la perspective, ce sera un stade qui va reprendre vie et donner vraiment satisfaction au peuple burkinabé. Mais si on se précipite pour vouloir en tout cas livrer ce stade-là très rapidement, on risque effectivement de bâcler pas mal de choses et de se retrouver à la case départ. On constate qu'il y a beaucoup à faire. On constate que les matériels commandés n'est pas encore arrivé. On constate que le stade a été complètement éventré dans ses vestiaires et tout cela pour remettre les choses à neuf. On constate aussi que la pelouse malheureusement ne sera pas reprise. Une pelouse qui est vieille de 40 ans. On aurait espéré qu'on puisse nous décaper cette pelouse-là pour nous mettre une pelouse de dernière génération. L'un dans l'autre, je pense que les Burkinabés aujourd'hui ont envie de jouer, ont envie de voir l'équipe nationale jouer à domicile. La réhabilitation du stade du 4 août a un coût global de 14 milliards 700 millions de francs CFA et le délai de livraison est fixé pour fin septembre 2022, soit quelques mois avant la fin des éliminatoires de la CAN 2023. Voilà, je vous le disais en titre, les 2 candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle française ont débattu pendant près de 3 heures ce mercredi 20 avril à la télévision. Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont présenté leur vision sur des thèmes comme le pouvoir d'achat, la sécurité ou encore l'écologie. Que retenir de ce débat de l'entre-deux tours? Réponse tout de suite dans cet élément. Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, les 2 finalistes à l'élection présidentielle française se sont affrontés lors du traditionnel débat télévisé d'entre-deux tours hier soir. La candidate d'extrême droite et le président sortant ont confronté leurs projets pour la France durant près de 2h30 au cours d'un débat animé mais plus discipliné qu'il y a 5 ans selon l'aveu des 2 candidats. Abordant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Emmanuel Macron a accusé Marine Le Pen de dépendre du pouvoir de Vladimir Poutine à qui elle avait rendu visite après l'annexion de la Crimée. Pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas
à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Les deux candidats se sont également affrontés sur la question de l'Union européenne. Le président sortant défendant l'idée d'une Europe plus forte face à la leader du Rassemblement national qui souhaite mettre en place une réforme profonde pour gagner en souveraineté nationale. Sur le plan intérieur, Marine Le Pen a attaqué Emmanuel Macron sur le pouvoir d'achat. Vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des Gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendue, vous ne l'avez pas retirée d'ailleurs. Ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retirée de la loi, donc elle pourrait éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Non, puisque c'est l'engagement que j'ai pris dès 2018. Moi, ce que je veux, c'est rendre leur argent aux Français. Vous faites encore une fois des chèques. Moi, je vous dis que les chèques sont inflationnistes, comme ça a toujours été le cas dans toutes les économies. Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron devance Marine Le Pen. Les électeurs français n'ont plus que quelques jours pour faire leur choix. Rendez-vous aux urnes ce dimanche. Auprès d'autres acteurs, tout ça est totalement... Et puis cette citation de Daniel Awagno avant de nous quitter. Dans la vie, souvenez-vous toujours que vous avez le droit de tomber. Seulement sachez que vous n'avez pas le droit de rester où vous êtes tombé. Comme quoi, le plus important n'est pas de tomber, mais la vitesse à laquelle vous vous relèverez. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne suite de soirée, toujours en compagnie de nos programmes.